Bonjour tout le monde. Ce sera pour les personnes en replay. J'espère que vous allez bien. J'attends de voir si vous vous connectez un petit peu. Hello, hello. Moi j'avais dit 21h, mais bon, le temps que j'installe le truc et tout. Donc voilà. Oh là là, vous êtes hyper nombreux et nombreuses. Alors, du coup, ouais, on est lundi. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout lundi. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, ce que je vous ai proposé pour ce soir, c'est de prendre vos questions en direct. Comme ça, bah, ça permettra aussi pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, de regarder éventuellement la vidéo. Donc moi, j'ai rien prévu de mon côté. Je peux juste reprendre vite fait les avantages que j'avais indiqués dans le post. Donc le premier, je crois, c'était de pouvoir choisir ses associés. Donc, il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, il y a des moments où on ne choisit pas ses associés, même si on ne les appelle pas associés, notamment dans tout ce qui est succession, quand on se retrouve en indivision avec... ça peut être des cousins, des oncles, des tantes, etc. Donc, c'est vrai qu'avec la SCI, ça permet de cadrer ça. Et ensuite, les autres points que j'avais donnés, attendez, je vais chercher ce que j'avais mis. Pour ne pas dire n'importe quoi. Je regarde sur mon iPad vite. Hop. Ah oui, point important. SCI, une SCI, ce n'est pas une SCPI. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. Donc j'avais dit choisir ses associés, choisir sa fiscalité, choisir sa fiscalité bis. Il y a au niveau de l'imposition et au niveau de la TVA éventuellement. Et après, le dernier point que j'avais mis, c'était préparer la transmission de son patrimoine. Alors, bah merci tout le monde, merci pour vos gentils mots qui me disent merci, bonsoir, etc. N'hésitez pas à utiliser la boîte à questions, s'il vous plaît, comme ça, ça évite que ça se perde, parce que quand vous commentez beaucoup, après, je ne peux pas retrouver les questions. Donc, je vais appuyer tout de suite dans la boîte à questions, et pour l'instant, il n'y en a pas. Alors Julie, est-ce que tu peux faire une question plus précise, parce que quel avantage et inconvénient entre la SCI IR et l'achat en nom propre? Ouais, quoi que si, je vais répondre à ça. Alors, quel avantage inconvénient entre la SCI IR et l'achat en nom propre? Donc ça sera donc au niveau de la fiscalité, c'est exactement la même chose, vu qu'on est à l'IR, donc du coup que ça vienne d'un bien qu'on a en nom propre ou d'une SCI, c'est exactement la même chose. Après, ce que ça va changer, ça va être au niveau de tout ce qui est en fait la gestion de les changements de propriété. Donc par exemple, en fait, quand ton bien est dans une SCI, c'est la SCI qui est propriétaire. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de propriétaire, il y a juste des associés qui vont s'échanger, s'acheter, se céder des parts de la SCI. Alors que quand c'est en nom propre, bah, c'est un individu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'individu, il y a un changement de propriétaire. Donc par exemple, je donne un exemple d'un couple, par exemple, qui achète ensemble avec... Est-ce qu'il faut que je regarde là-haut ou pas? Je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous. Bref. Donc du coup, quand tu es en couple, par exemple, tu achètes un bien, donc il y a monsieur, madame, et monsieur, madame se séparent. S'il y a une SCI, madame peut éventuellement racheter les parts de monsieur, ou par exemple, il y a les parents de madame, par exemple, s'ils ont de l'argent, ils peuvent dire bon, ben, on rachète la part de monsieur. Et donc, il n'y a pas besoin de passer chez le notaire. On va juste passer, enfin, c'est même pas on va passer au greffe, si on va juste changer les statuts. Ça, c'est pas gratuit, bien sûr, hein, de changer les statuts, mais ça coûte beaucoup moins cher que de faire un rachat de soult. Et aussi, par exemple, si vous n'êtes pas paxé ni marié, eh bien, comme il s'agit d'une SCI, les parts elles seront calculées sur la valeur nette, ce qui veut dire que si le bien il est grévé d'un crédit, il y aura beaucoup moins à payer que moi, par exemple, dans mon cas, j'étais pas paxée, pas mariée quand je me suis séparée avec le père de mon fils. Et ben, j'ai dû payer pour le rachat de soult, les frais d'acte, c'était les mêmes. Ils ont été calculés en fait sur la valeur brute du bien. Alors qu'on venait juste de l'acheter, qu'il n'était pas du tout amorti. Et donc, bah, si on avait acheté ce bien-là, par exemple, via une SCI, j'aurais juste racheté ses parts et ça m'aurait coûté quasiment... Enfin,
J'aurais dû racheter le crédit, évidemment, mais ça m'aurait coûté quasiment rien en termes de coûts administratifs liés à ce changement de propriété. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et après, ce que ça change aussi au niveau, quand tu achètes en nom propre, au niveau de la succession, bah, c'est pas du tout la même chose. Parce que dans la SCI, tu peux léguer sur la valeur nette. En fait, cette histoire de valeur nette, c'est énorme pour toutes les personnes qui ont en fait des biens, qui ont toujours des crédits. Voilà. Allez, je vais prendre les questions. Alors, je vais prendre celle-là. Bon, je suis désolée, à chaque fois, je peux pas mettre les questions parce qu'il faudrait que je désactive cette histoire de badge. Parce que bah, vous me donnez jamais d'argent. Alors. Donc, je vais prendre la question de Corail De Niro. Donc, une SCI seule plus SASU seule, est-ce possible? Alors, oui, c'est possible. Donc, la SCI, elle doit être composée de minimum 2 associés. Donc, ça peut être un associé personne physique, par exemple moi, et un associé personne morale, donc une entreprise. Moi, j'ai essayé de faire ça. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Enfin, c'est pas que j'ai pas pu le faire, c'est que je n'ai pas voulu le faire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une personne morale dans le deal, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas dans le projet, pour les banques, en tout cas pour les banques que j'ai consultées, ça faisait passer le projet en tant que crédit professionnel. Et donc, qui dit crédit professionnel, dit un apport beaucoup plus conséquent. Ça peut aller jusqu'à 20%, enfin ça peut être plus, mais c'est entre 15, 20, enfin 10, 15, 20%, ça dépend des profils. Mais bon, quand c'est pas ta banque, ils vont tout de suite demander les 20%. Et du coup, moi, ça m'intéressait pas de mettre 20% d'apport dans mon projet, ça faisait beaucoup d'argent. Ça faisait, ouais, plus que, ouais, 45 000, pratiquement 50 000 euros, un truc comme ça. Et j'avais pas envie de le faire. Et du coup, bah, j'ai fait avec mon fils. Mais en tout cas, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Du moment qu'il y a 2 associés, et effectivement, ce deuxième associé peut être une personne morale, comme une entreprise, donc comme une SASU. Alors, donc la question de Vanessa. Comment passer des biens détenus en nom propre en SCI? Alors, j'ai mal lu la phrase, mais vous avez compris le concept. C'est des biens détenus en nom propre qu'on veut faire rentrer dans une SCI. Alors ça, c'est pas le bon plan, dans le sens où ça va te rajouter des coûts sans rajouter ni de rentabilité. Enfin, est-ce que ça peut rajouter de la rentabilité à ton projet? Pas vraiment. Parce qu'en fait, tu peux pas faire... parce que moi aussi, je me suis dit, bon, bah, je vais faire... j'ai déjà des biens en nom propre et je vais faire un apport en nature, je crois que ça s'appelle comme ça, apport en nature à la SCI. Sauf que oui, tu peux faire cet apport en nature, mais comme il y a un transfert de propriété, ça passe de Maeva à la SCI, mon budget bento par exemple, et ben il y a un acte, enfin il faut faire des papiers quoi, donc du coup ça coûte de l'argent. Donc il me semble que c'est 5%. Donc voilà, t'imagines si tu as un bien à 200 000, bah voilà, ça va vite en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant de faire son achat pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. Après bien sûr ça se fait, hein. Ça se fait mais voilà, c'est pas gratuit et c'est loin d'être gratuit. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, il y a une question d'Elodie. Bonsoir, je souhaite faire une SCI avec ma famille et intégrer les biens de chacun. Ah bah ça revient à la question un peu d'avant. Du coup, ben oui, vous pouvez le faire. Mais du coup, ça te, comment dire, ça va vous coûter de l'argent. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Donc, ouais, frais de notaire. Oui, alors il y a Gérald Imo Patrimoine, ça peut permettre de dégager du cash si on a amorti une bonne partie, mais ça coûte des frais de notaire. Ouais, il y a des frais de notaire. Et aussi, moi par exemple, j'avais réfléchi à racheter ma résidence principale, parce que comme j'ai une grosse plus-value dessus virtuelle, en fait, j'aurais pu racheter. Enfin, c'est un rachat soi-même, je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai oublié comment on appelle ça, OBO, un truc dans le genre. Ou en gros, c'est toi qui achètes ton bien. Mais le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu te rendettes. Enfin, mais après, tu peux avoir du cash. Mais bon, il faut encore que je regarde. Je sais pas si j'ai l'argent pour faire ça. Mais c'est intéressant. Ah mince, attendez. J'ai appuyé sur un bouton, je voulais pas. Ok, c'est bon. OBO, voilà, TJ.
Alors, s'il vous plaît, utilisez la boîte à questions. Alors, il y a une autre question. L'endettement personnel est-il pris en compte pour la SCI? Alors, moi, j'avais dit que la banque, elle fait un peu comme elle veut. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qui a dit que maintenant, ce n'est plus le cas. Et il y a même eu je sais pas si on dit ça, une jurisprudence ou un truc comme ça, mais apparemment il y a des comment dire, des personnes qui étaient en SCI, qui étaient surendettées, et en gros ils se sont retournés contre la banque pour dire qu'elle a eu un défaut de conseil parce que elle leur a prêté alors que ça dépassait les niveaux. Donc si faudra que je revérifie l'article parce que j'avais lu vraiment rapidement. Mais si c'est vraiment ça, ça veut dire qu'il y a très peu de banques après qui reprendront le risque d'aller au-delà des enfin au-delà du plafond qui est défini par la loi pour les particuliers. Parce que moi, clairement, pour mes SCI, ma banque n'a pas regardé mon taux d'endettement. Clairement pas. Donc, après, comme toujours avec la banque, ça dépend toujours des profils. Alors, et oui, juste un point là-dessus, parce que souvent les gens, ils pensent qu'en faisant une SCI, si t'es, par exemple, tu es déjà au max de ton taux d'endettement, que tu vas faire une SCI et que subitement, tu reviens à zéro en termes d'endettement. Mais réfléchissez quand même, mettez-vous à la place de la banque. La banque, elle sait qu'il y a des associés derrière la SCI. Ils vont pas s'amuser à prêter de l'argent sans regarder la situation des associés. Enfin, ce serait vraiment prendre la banque pour... enfin, les personnes qui travaillent à la banque pour des imbéciles. Le travail de la banque, c'est d'évaluer un risque. Donc, si la SCI n'a pas d'historique, qu'elle n'a pas de patrimoine, encore que elle vient d'être créée et que c'est une première opération, elle est obligée de regarder la situation des personnes... comment dire? Elle est obligée de regarder la situation des personnes qui sont derrière la SCI. C'est logique, hein. Enfin, je sais pas pourquoi les gens ils avaient cette idée-là en tête, mais bon. Alors, il y a une question qui est une SCI par bien, est-ce utile? Alors, une SCI par bien, est-ce utile? Alors, moi, jusque-là, je l'ai fait, mais bon, j'en ai que deux. Est-ce que c'est vraiment utile? Je réfléchis. En quoi ça peut être utile? Ce qui est bien, c'est que peut-être tu peux aussi céder la SCI sans céder le bien, je sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant pour des acheteurs d'acheter la SCI au lieu d'acheter les biens. Mais le problème, c'est que ça revient au même parce qu'il faut que la banque, elle accepte de transférer le prêt. Franchement, je sais pas si c'est si utile que ça. Je me souviens même plus pourquoi je l'ai fait. Je sais pas. Là, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. En quoi ça peut être utile? Ah oui, ça peut être utile au niveau des impôts. Puisque tu sais qu'au niveau des... Alors, c'est quand tu es à l'IS, hein, pardon. Quand tu es à l'IS, il y a quand même il y a deux niveaux d'imposition. Donc, il y a un taux réduit de 15% jusqu'à... Alors, c'était 38 000, mais je crois qu'ils ont augmenté jusqu'à 42 000 euros de bénéfices. Et donc, du coup, bah, forcément, si tu fais beaucoup de bénéfices, si tu as des opérations qui sont très rentables, bah, si tu as beaucoup de bénéfices, si tu as deux SCI, bah, ça te permet en fait de bénéficier deux fois du taux réduit à 15%, puisque c'est un par entité. Et du coup, ça évite d'avoir tout ensemble. Je dis ça comme ça, mais je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Faudra que j'y réfléchisse, parce que je sais que j'ai passé du temps à réfléchir, mais là, je suis fatiguée. Alors, il y a Michoro qui demande comment faire une SCI avec un enfant mineur sans que l'autre parent ait un regard sur la SCI et les comptes. Alors, j'avais vu ton commentaire. Non, tu me l'avais mis en question, en barre à question. C'est pas possible. En fait, comment dire, un enfant mineur, tant que l'autre parent il a l'autorité parentale, c'est normal que l'autre parent soit au courant de ce qui se passe. C'est normal. Donc, si on s'entend pas bien avec l'autre parent ou si on n'a pas envie que l'autre parent sache ce qui se passe, bah, on le fait pas. Voilà, il y a pas d'autre choix. Après, l'autre parent, il n'a pas un droit de regard, mais en fait, il représente son enfant. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il va y avoir une AG, sachant que à chaque fois que tu veux acheter, tu dois faire une AG, pour dire, bah, voilà, moi, par exemple, en gros, j'ai expliqué. Le père de mon fils, il est vraiment pas...
est vraiment pas chiant. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec lui. Et du coup, bah, je vais juste expliquer le projet. Donc, tu fais une AG. Dans l'AG, il y a écrit, voilà, on veut acheter tel bien qui se situe à tel endroit, qui a telle composition. En gros, un peu ce que tu aurais dans un compromis de vente. Tu marques que tu souhaites souscrire un crédit pour faire cet achat et que ce crédit fera tant, etc. Et du coup, ça va. C'est dans l'AG et en gros, l'autre parent signe avec toi parce que toi aussi, tu représentes ton enfant. Donc en fait, chaque parent, c'est 50-50 pour l'enfant. Donc moi, par exemple, mon fils, il a même pas 1% de la SCI. Donc même si son père est voté contre une motion dans l'AG, ça ne changera absolument rien puisque moi, j'ai 99% des parts plus la moitié des parts de mon fils. Voilà, mais c'est juste... c'est normal, c'est normal. C'est normal et puis en plus c'est pas facile de toute façon de faire un crédit avec des mineurs. C'est pas une chemise, c'est une robe. Je l'ai acheté chez Zalando. Je saurais même pas te dire la marque franchement. Alors ensuite, il y a des gens qui veulent monter ou quoi? Tac, attendez, je vais regarder dans les demandes. Anna, tu veux monter? Je te fais monter, hein. Et je vais pas rester longtemps. Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut ce téléphone? Bon, ah voilà, c'est bon. Hello? Ah, je pense qu'elle avait envoyé sa demande par erreur. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pouvez utiliser la boîte à questions? Ce sera plus simple. Alors, il y a Christella qui demande, peut-on avoir un PTZ ou autre aide j'imagine, lors de l'achat via une SCI? Est-ce que tu peux bénéficier de ça? Franchement, je préfère pas te répondre parce que j'en ai aucune idée. Je dirais que si c'est une SCI familiale à l'IR, oui. Mais franchement, je sais pas. Il faudrait vraiment vérifier. Moi, j'ai pas fait de PTZ à travers mes SCI. Le PTZ que c'était pour un achat en nom propre. Donc, je saurais pas te répondre. Je vais pas te dire de bêtises. Alors, Lia, tu veux monter? Je t'accepte, hein. Si vous voulez poser votre question en live, vous êtes les bienvenus, hein. Comme ça, au moins, je suis pas toute seule. Hello? Attends. Non, c'est une erreur. Ah C'est une oui, mais erreur. ce que je me suis dit, il faut que tu appuies sur la petite croix. Je sais pas comment faire sortir quelqu'un. Ah, super. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Tac. Alors, il y a Bissa Nabissa qui demande une SCI plutôt que achat-revente ou invest locatif. Bah, alors, déjà, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ah bah merci Gérald Imo Patrimoine, il a répondu, il a dit pas de PTZ en SCI. Voilà, donc comme ça, pour les personnes qui regarderont après, en fait, je voyais plus les commentaires. Donc pour les personnes qui regarderont après, pas de PTZ en SCI. Donc si vous voulez bénéficier d'aide, etc., il faut le faire en nom propre. En même temps, ça me semble logique, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la question que j'ai prise tout à l'heure, oui, alors SCI ou achat-revente ou investissement locatif, la SCI, c'est une société. C'est pas une forme d'investissement. Enfin, c'est pour faire de l'immobilier, bien sûr, c'est pour faire de l'immobilier. Mais la SCI, elle n'est pas censée faire déjà de l'achat-revente, ou en tout cas, c'est pas censé être son activité principale. Ça veut dire elle peut revendre un bien comme ça de temps en temps, mais si elle fait que ça, bah, du coup, c'est plus une SCI, puisque la SCI, c'est une société civile, donc elle n'est pas censée avoir une activité commerciale. Donc si elle fait que de l'achat-revente, en fait, c'est une activité de marchand de biens, donc c'est une activité commerciale, c'est pas comment dire, l'objet d'une SCI. Et ensuite, l'autre bout de la question, c'était quoi? Investissement locatif. Donc voilà. Donc ah ouais, du coup, excuse-moi, je comprends la question.
La SCI, c'est pour l'investissement locatif. Oui. Pardon, j'avais pas bien compris la question. Alors, j'ai l'impression que je vois pas toutes vos questions, hein, parce que là, j'en ai aucune qui s'ajoute. Essayez de pas les écrire dans les commentaires, s'il vous plaît. Sors Latinia, est-ce que tu peux m'écrire ta question? Parce que je sais pas, j'ai pas vu, hein. Peut-être qu'il faut que que j'efface. Tac, si je fais supprimer. Non, ça change rien. Bon, je vais essayer de les prendre au fil de l'eau. J'ai l'impression que la boîte, elle se met pas à jour. Alors, je vais essayer de remonter. J'ai vu une question. Bonjour, je suis une jeune entreprise qui intervient dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Pas de local pour le moment. Puis-je acheter un bien au nom de l'entreprise tout en m'intégrant? C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux très bien créer une SCI avec une personne physique qui serait toi et une personne morale qui serait ton entreprise. Euh, mais le point, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un point négatif, mais c'est qu'il faut faire un prêt professionnel et les conditions des prêts professionnels, c'est pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas de sans apport. Ou alors, il faut vraiment connaître la banque et tout ça, machin, machin. Peut-être qu'ils vous font on va dire comment tu dis ça? Ils font des trucs sympas. Je trouve pas mes mots. Mais moi, en tout cas, de mon expérience, à chaque fois, on m'a dit oui, faut un gros apport. Mais c'est aussi parce que ma banque ne fait pas de prêt professionnel. Et donc, du coup, j'étais obligée de voir à des banques extérieures. Et donc, comme je suis pas cliente, forcément, j'ai pas forcément la même accueil qu'une personne qui est cliente depuis X années dans cette boîte. Enfin, dans cette banque, pardon. Alors, tu veux monter en live sur Latinas, pas de problème. Je t'accepte. Hop. La boîte à questions, c'est le point d'interrogation avec une bulle qui est en bas à droite. Salut. Salut. Hey. Hello. Mon prénom c'est Laetitia déjà, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Et, et donc du coup, dans la boîte à questions, ce que j'ai mis, c'est est-ce qu'il est possible de faire financer un bien à 110% via la SCI, avec les Alors, frais de... moi, je l'ai eu. On me l'a fait, on me l'a financé à 110%. Mais c'était en 2020, je crois. Ouais, je crois que c'était en 2020. Avant Covid, avant la pandémie. C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid, mais c'était avant que déjà toutes les recommandations du Haut Conseil à la sécurité financière, HCSF, avant que ça passe en loi, c'était que des recommandations. Donc aujourd'hui, je ne sais pas te dire si les banques elles financent des SCI à 110%, mais en tout cas, avant, c'était possible. D'accord. Et là, par exemple, si je repère un bien qui m'intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas de SCI. Je vais visiter et je me dis, OK, je me positionne, je fais une offre. Est-ce que j'ai le temps de faire les statuts de la SCI, etc., pour le faire passer dedans via la banque et le financement qui va suivre? Oui, alors en fait, ce que tu fais en règle générale, c'est que quand tu signes le compromis, tu mets une clause de substitution. Donc la clause de substitution, ça te permet que quelqu'un se substitue à toi au moment de signer l'acte authentique, donc de vraiment devenir propriétaire. Donc du coup, tu dis juste, voilà, tu remplis, il y a une clause. J'ai oublié c'est quoi le texte, mais en gros que tu peux fournir un autre acheteur, en gros. Et donc là, ce serait ta SCI qui deviendrait l'acheteur de substitution. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que bah, tu crées ta SCI. De toute façon, tu as 3 mois pour chercher ton financement. Mm. Donc, du coup, tu as largement le temps de créer ta SCI, de faire rédiger les statuts par exemple, un avocat ou par un notaire. Et puis, ou, je sais pas, un juriste, enfin, quelqu'un qui s'y connaît. Et ensuite, le déposer au greffe, franchement, c'est très rapide. C'est rapide de créer une SCI. Et moi, les deux SCI que j'ai créées, à chaque fois, je les ai créées après que comment dire, que ma banque elle m'ait dit OK. D'accord, Voilà. d'accord. J'en profite pour poster
toutes les questions que j'ai, même si je pense que je peux trouver quelques trucs sur Internet. Et je voulais savoir si, pour une SCI, par exemple, dans une fratrie, si donc il y a une personne donc, qui amène un apport bon, substantiel, on va dire, et les autres ont 1 euro symbolique. J'ai lu quelque part qu'en gros, je crois que c'est dans les Échos, que c'était déconseillé d'avoir en fait 1 euro en apport parce que ça rassurait pas les banques pour financer un bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a une différence entre l'apport et, enfin, Le capital et de le la... Ouais. capital de l'entreprise. C'est pas la même chose. Après, c'est- enfin, la banque, de toute façon, la banque va regarder la situation financière des associés. Mhm. Donc, et puis, en fait, j'ai envie de dire, même pour les autres, enfin, pour les personnes qui sont dans le projet, si tu n'as que 1 euro à mettre dans ton projet, laisse tomber. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça note quand même le niveau de motivation Ouais. des personnes. À part si tu me dis que c'est des frères et sœurs qui ont 18 ans, qui sont lycéens et que, en gros, tu veux leur mettre. Mais même, faut pas faire ça parce qu'en vrai, le problème, c'est que quand tu vas te mettre. Alors, c'est bien que tu abordes le sujet parce que souvent, les gens, ils ont envie de faire des choses avec leurs frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. pour pouvoir acheter la maison de la mamie ou de la maman, ou enfin, voilà. Associez-vous avec des personnes qui sont dans les mêmes conditions financières que vous. Ou alors, Mhm. répartissez les parts, pas de manière égale. C'est-à-dire que si moi je gagne 10 000 € par mois et toi tu gagnes un SMIC, moi j'ai 90% des parts et toi tu as 10% des parts. Parce que ce qui va se passer, c'est que le jour où va falloir sortir de l'argent pour payer quoi que ce soit, parce que oui, normalement, on fait toujours des projets pour que ce soit rentable, pour que ça ramène. Je sais que les gens sur Internet, c'est le cash flow, le cash flow, le cash flow. Mais quand tu fais de l'immobilier, il y a des grosses factures. Il y a des moments où il faut sortir des gros billets. Et si on est à 50-50, mais que c'est moi qui paye 90% des dépenses, ça ne va pas le faire. Mhm. Quand au début, par exemple, je sais pas, au début, c'est pas encore en location, on a eu un budget pour les travaux, le budget pour les travaux, il est complètement explosé. Et ben, on est obligé de remettre de l'argent sur la table. Mais toi, si tu as zéro, ben, tu vas pas m'aider en fait, donc je serai obligé de le mettre. Après, l'avantage avec la SCI, c'est que tu as ce qu'on appelle le compte courant associé. Ça veut dire en tant qu'associé, quand tu mets de l'argent perso dans l'entreprise, c'est inscrit au bilan de l'entreprise. Et donc, par exemple, quand l'entreprise va vendre un bien ou quand il y a des loyers qui vont arriver, disons, je sais pas, tu as mis 10 000 € et puis bah, la trésor, elle monte, elle monte, elle monte et puis tu arrives à, je sais pas moi, euh, 15 000 € de trésor, bah, tu peux récupérer tes 10 000 €. Et ça, Mhm. sans imposition, sans rien, parce que tu vas récupérer, c'est ton argent que tu récupères, tu vois. C'est juste, bah, je te l'ai prêté, tu me le rends et c'est tout. C'est pas une plus-value, c'est pas du bénéfice ou quoi que ce soit. Mais attention, attention, la SCI, mettez-vous avec des gens qui sont câblés comme vous. Parce que la personne qui dit, ouais, moi, j'ai que 1 euro à mettre dans le projet, laisse tomber. Parce que quand la banque, parce que si la banque, elle vous dit, ouais, je vous finance, mais que la maison, et je vous finance pas que la maison et les travaux, et je vous finance pas les frais de notaire, et qu'il faut aller chercher 20 000, 15 000 €, les personnes qui ont dit, ouais, moi, j'ai 1 euro à mettre, elles vont flinguer le projet parce qu'elles n'ont que 1 euro à mettre. Vous mettez Ouais. pas, et franchement, ne vous mettez pas en projet, que ce soit de l'immobilier, que ce soit entrepreneurial, avec des personnes qui n'ont que 1 euro à mettre dans un projet. Mhm. Ouais. Ok. Désolée pour tes collègues, mais des associés à 1 euro, Non, mais après, je me demandais à titre voilà, indicatif si il y a un gros apport et de l'autre, bon, je sais que c'est le minimum, donc j'ai dit 1 euro comme ça, mais c'est non, vrai que. non, mais ça, après, comme je t'ai dit, c'est des écritures. Donc, bien sûr, s'il y en a un qui apporte 20 000 et l'autre qui apporte 5 000, par exemple, eh ben, ça peut être mis en compte courant associé. Ça, c'est pas un problème. Et chacun pourra Mhm. récupérer ses billes en fonction de ce qu'il a mis. Mais comme moi, quand tu me dis 1 euro, tu vois, tu vois, je dis non, 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 c'est pas des personnes avec qui j'ai envie d'investir, en fait.
Après, si tu me dis, ouais, moi je mets 20 000 et lui il met 5 000, je te dis, ok, là, d'accord, on n'a pas les mêmes moyens, mais il y a un minimum de motivation. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, ouais, moi j'ai que 100 euros à mettre, laisse tomber. C'est Mm. pas la peine. La Ok, personne n'est pas prête à investir dans voilà. l'immobilier. Ça donne une indication sur le niveau d'investissement, littéralement, Non, mais c'est que clair. tu que. C'est clair. Et c'est une personne, dès qu'il y aura des loyers ou qu'il y aura de la... Et aussi, voilà, un autre point, une personne comme ça, dès qu'il va y avoir de l'argent sur le compte, elle va dire quoi? Ouais, ça y est, il faut qu'on remonte l'argent. Tu vois. Mais un bien immobilier, ça s'entretient. Tu peux pas bouffer 100% des loyers. Mm. Sinon, tu te retrouves, ben, si jamais tu vides les caisses tous les mois pour pouvoir sortir, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir faire ci, ça, le jour, il faut que tu fasses une réfection de toiture, il faut que tu fasses, je sais pas, la rénovation d'un appartement parce que ça fait X années qu'il est habité par un locataire, il faut le remettre propre. Tu vas sortir Mm. tout l'argent. En plus, avec des personnes qui avaient que 1 euro à la base. Elles vont retrousser les manches pour aller faire la peinture elle-même. Non, mais c'est même pas question de ça. Parce qu'il y a des trucs dans l'immobilier, tu peux pas faire tout toi-même. Au Mm. bout d'un moment, il faut payer. Tu vas pas commencer à faire l'électricité alors que t'es pas électricienne. Tu vas pas commencer à faire la plomberie alors que t'es pas plombier. Mm. Donc, à moins que le mec il soit artisan, plombier, et que effectivement, bah, quand il y a de la plomberie à faire, il le fait gratuitement, mais il va pas le faire gratuitement, c'est son entreprise. Et Mm. s'il le fait gratuitement, s'il a des salariés, ses salariés, il va les mettre sur les chantiers où il est payé, hein, il va pas les mettre sur le chantier gratuit. Mm. C'est clair. Donc, non, pas d'arrangement. Mm. En tout cas, Ok. réfléchis-y bien, Ouais. bien avant de mettre ça sur papier. Ok. Entendu. Merci beaucoup. Bah, merci d'être monté. Avec plaisir. Bonne Bye. soirée. Bye. Alors, donc là, je lis une question de Marceline qui dit: avec mon époux, on souhaite acheter une résidence principale en SCI. L'un des deux a un enfant majeur. Comment ça se passe au niveau de la succession en cas de décès de l'un des deux conjoints? Alors ça, c'est assez simple. En fait, au niveau de la succession, en gros, tes parts de SCI, ça fait partie de ton patrimoine. Donc en fait, tes parts, elles vont être divisées entre tes héritiers. Après, la deuxième étape, c'est que, donc imaginons, tu as 3 enfants et ta part, elle vaut 300 000 euros. Je fais juste ça comme ça pour les calculs, parce que je suis nulle en calcul. Donc chaque enfant a droit à 100 000 euros. Et donc, ça veut dire que globalement, si vous êtes à moitié-moitié en tant qu'associé, parce que vous n'êtes pas forcément moitié-moitié, mais si vous êtes à moitié-moitié, ta part c'est 300, sa part à lui c'est 300. Il se passe quelque chose, une des personnes décède, elle a 3 enfants, chaque enfant a droit à 100 000 chacun. Maintenant, les gens qui sont déjà associés de la SCI, ils doivent faire une AG pour dire est-ce que ils acceptent les futurs entrants, donc les trois enfants. Et en fait, c'est ça qui est bien dans la SCI. Donc, c'est le premier point que j'ai mis, c'est que tu choisis tes associés. C'est-à-dire que si jamais il y a un associé qui venait à décéder, par exemple, tu peux dire, non, en fait, tes héritiers, ils ne rentrent pas dans la SCI. Par contre, c'est pas juste, ah, je te dis non et c'est tout. Si je te dis non, ça veut dire que je te dédommage pour tes parts. Donc, en fait, tu vas dédommager 100 000 à chaque héritier. Et ensuite, l'associé qui reste ou les associés qui restent, ils restent entre eux, ils se redispatchent les parts. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Après, ça, c'est des choses que vous pouvez discuter ensemble. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu n'es plus là, je ne sais pas si tu peux. Bah non, parce que tu n'es plus là pour dans l'AG, donc tu ne pourras pas dire forcer le vote, en fait. Par contre, si tu peux pas indemniser les gens, tu es obligé de les laisser rentrer, bien sûr. On ne peut pas spolier les gens comme ça en disant non, tu rentres pas dans la SCI. Euh, Alors, est-ce qu'une SCI peut être utilisée pour une activité commerciale de location courte durée? Je pense que c'est ce que tu voulais écrire. Alors, une SCI à l'IS, il me semble que oui. Mais à l'IR, non. Alors, une question. Est-ce que la banque demande
à ce que l'on soit garant caution de la SCI si aucune ancienneté. Alors moi, dans mon cas, la banque, elle m'a demandé pour les deux cas, pour les deux SCI, que je me porte caution solidaire de la SCI. Enfin, franchement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, vu que je suis déjà, vu que j'ai déjà 99,9% des SCI, donc bah, c'est comme si j'étais la seule associée. Donc que je me porte caution solidaire, ça change, ça change rien en fait. Mais oui, en fait, c'est juste pour couvrir le 1%, le même pas 1% de mon fils, en gros. Mais ouais, oui, oui, on m'a demandé ça en tout cas. Donc tous les ans, je reçois un papier. Oui, en tant que caution solidaire, nous vous informons que la SCI, nanani, nanana, a remboursé, tant. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai pas loupé vos questions et vos commentaires, hein. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire intéressant. Ah, bah, très bien la question. Bonsoir. Donc, avec la SCI, il n'y a pas de responsabilité solidaire et indéfinie. C'est ça, juste responsabilité à hauteur de son apport. Non, non, non. Justement, en fait, dans la SCI, la responsabilité, elle n'est pas solidaire. Ça veut dire que chaque associé est responsable pour à hauteur de sa quotité dans la SCI. Par contre, elle est indéfinie. Ce qui veut dire que si jamais bah, la SCI a une énorme dette, que de vendre le bien ça ne rembourse pas les dettes que la SCI elle a contractées, et bien là, on va se reporter sur le patrimoine personnel des associés. Ce n'est pas une SARL, hein, sur la SCI. Et d'ailleurs, je crois que par rapport à ça, c'est pour ça qu'ils sont obligés de regarder maintenant le taux d'endettement des gens, etc. Puisque vu que les gens, ils engagent forcément leur patrimoine personnel, du coup, c'est plus de responsabilité, un truc dans le genre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est possible de virer un associé de la SCI si les autres sont OK. Je sais pas, il faudrait que je regarde dans les statuts. Je sais pas si tu peux virer un associé. Après, j'imagine que tu peux convoquer une AG exceptionnelle et après, si, ça doit être possible. Pour les gens qui savent, répondre, hein. N'hésitez pas, je dirai votre réponse. Mais ouais, si tu convoques une AG et que la personne elle est dédommagée à hauteur de la valeur de ses parts, j'imagine que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, est-ce que c'est possible de créer une SCI avec sa mère plus son mari? Alors, bah oui, c'est possible, hein. Tu peux faire une SCI avec qui tu veux. Tu peux même la faire avec ton voisin ou ton boulanger si tu as envie et que vous êtes tous câblés ensemble. Alors, juste, je rebondis sur l'autre question d'avant. Il faut son accord? Non, bah non, il y a un vote. Donc, il faut la majorité. Donc, tout dépend des statuts, mais généralement, il faut l'accord de 100%. Mais la personne ne va jamais voter pour s'exclure. Il ne faut pas une majorité. Parce que s'il faut 100%, il n'y aura jamais 100%. Quelqu'un peut me noter ça? Je chercherai après, je mettrai la réponse. Est-ce qu'on peut exclure un associé? Et donc, du coup, en parlant d'associé, je reprends la question à laquelle j'avais sauté. Est-ce que tu peux faire une SCI avec ta mère et avec ton mari? Oui, bien sûr que tu peux. Tu peux le faire avec des amis, tu peux le faire avec n'importe qui. Le seul truc, c'est que, attention, quand vous faites des SCI avec vos parents, n'oubliez pas que nos parents et nous-mêmes, enfin, personne sur cette terre n'est éternel. Donc, si la part du parent est très importante, n'oubliez pas que le jour où bah, le parent arrivera en fin de vie, euh, il faut qu'il ait soit un patrimoine suffisamment large pour vous attribuer les parts de la SCI et aux autres frères et sœurs d'autres biens ou d'autres valeurs qu'il ou elle a dans son patrimoine. Mais si jamais vous utilisez, entre guillemets, vos parents pour avoir la capacité d'emprunt, hein, et qu'en fait, ils n'ont pas d'autre patrimoine et que vous avez des frères et sœurs, si vous n'avez pas l'argent pour racheter les parts du parent décédé, vous allez vous retrouver avec, comme associés, vos frères et sœurs. Donc,
Il y a des frères et sœurs, c'est cool. Il y a des frères et sœurs, on n'a pas envie de les avoir comme associés. Surtout si c'est pour s'acheter sa résidence principale. Donc, le truc de la SI avec les parents, vous me posez souvent la question. Oui, tant que le parent il est vivant, c'est une bonne idée, mais il faut penser à l'après. Ah bah t'es fille unique? Bon bah c'est bon. La question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Si t'es fille unique, c'est parfait. Enfin c'est parfait. Je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, vu que t'es la seule héritière, ça te reviendra automatiquement. Est-ce que ce live sera en replay? Oui. D'ailleurs, je vais pas tarder à terminer parce qu'il est déjà tard. Alors, est-ce qu'il est obligatoire ou nécessaire de faire suivre sa SCI par un cabinet alors, tu écrit pour un cabinet comptable, mais je pense que c'est par un cabinet comptable. Bah, si tu es à l'IR, ça sert à rien. Vu que de toute façon, c'est déclaration d'impôt normale. Enfin, sauf si tu as besoin d'aide pour faire ta déclaration d'impôt normale. Et après, si tu es à l'IS, ben, je pense que c'est quand même mieux. Enfin, c'est pas c'est quand même mieux. C'est mieux d'avoir un comptable parce que quand tu es à l'IS, tu vas bénéficier de l'amortissement. L'amortissement, c'est pas un calcul trivial, tu vois. Chaque partie d'un bien s'amortit différemment. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pris un comptable. Je lui envoie tous ses papiers. Il fait tout son schmilblick. Il m'envoie son truc et voilà, c'est fini. Alors. Ah, merci Ornella. Donc Ornella nous dit on peut virer un associé d'une SCI en prévoyant une clause d'exclusion et ou un droit de retrait dans les statuts sous certaines conditions. Bah, j'imagine qu'il faut faire des trucs. Voilà, c'est pas juste je t'aime pas. Faudrait que je sorte mes statuts, mais bon, je vais pas m'amuser à vous lire les statuts. Alors, je regarde les autres questions. J'essaie de ne pas prendre les questions des mêmes personnes, mais en fait, j'ai l'impression que je vois que la moitié de vos questions. Dans ton livre, tu conseilles de passer par des comptes en ligne. Idem pour les SCI. Vous aurez du mal à financer des SCI avec des banques 100% en ligne. Souvent, les banques 100% en ligne, ils veulent que des dossiers simples, de personnes, et voilà. Moi, quand j'ai dû faire un rachat de Soult, faire une licitation, faire un truc de SCI, les banques en ligne ne calculaient même pas. Mais après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les consulter. Hein. Mais je pense que les banques en ligne, déjà, elles ne coûtent pas cher, donc elles ne veulent pas trop se prendre la tête, je pense. Hein. En tout cas, enfin, je dis ça, mais moi, ma banque, c'est une banque en ligne, mais c'est pas une vraie banque en ligne, c'est une assurance. Alors, il y a deux cracks ou tout crack, je sais pas comment ça se dit. Est-il possible de créer une SCI seule? Non. Enfin, oui et non. On en a parlé au début, tu n'étais peut-être pas là, mais en fait, il faut absolument deux personnes, mais ce n'est pas forcément des personnes physiques. Donc, tu peux, par exemple, si tu as une entreprise, et toi, bah, ça fait deux personnes, une personne physique et une personne morale. Bon, voilà, c'est tout. Vous avez plus d'autres questions? J'ai vu notre question dans vos commentaires. Ah oui, Ornella, elle dit c'est pour ça que ça peut être utile de se faire conseiller par un avocat pour la rédaction des statuts. Oui, c'est ce que je disais pour les statuts, vous pouvez aller voir soit un notaire, soit un avocat. Alors, il y a Anis qui demande faut-il se paxer plus faire un testament pour acheter une RP en couple? Alors, c'est pas dans le thème, mais c'est pas obligatoire, mais il faut le faire. Tu bénéficies de l'amortissement à l'IR également? Non, tu bénéficies pas de l'amortissement à l'IR également. Sauf quand tu fais du LMNP, mais tu peux pas faire du LMNP dans une SCI à l'IR. Alors, n'hésite pas à préciser un S le corps. C'est peut-être une disposition que je connais pas, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la science infuse sur le sujet. Alors, les banques en ligne sont souvent des succursales des banques traditionnelles. C'est pas des succursales, ce ne sont pas des. Je pense pas qu'on puisse dire succursale. Qu'est-ce que ça veut dire succursale? En tout cas, elles font partie de groupes. Par exemple, Boursorama, ça fait partie de Société Générale. Hello Bank, ça fait partie de BNP Paribas. Euh, c'est quoi les autres? Les autres, j'ai oublié. Bref. Donc, elles font partie de banques. Mais après, c'est deux univers différents. Et c'est pas les mêmes tarifs.
surtout. Donc, si tu es chez Bourseau, bah, ça ne veut pas dire que tu vas avoir accès à tout ce que fait la Société Générale. Même si certainement leur informatique derrière c'est le même, voilà, mais c'est tout. Peut-on acheter et rénover en SCI et revendre les biens? Alors ça, j'ai répondu un peu tout à l'heure. Tu peux acheter et rénover, mais c'est pas l'objet d'une SCI de faire de l'achat-revente. La SCI, c'est pour exploiter les biens. Nickel, je crois, ils ont été rachetés par... Ils ont été rachetés par qui, Nickel? BNP? Je sais plus, j'ai oublié. Bon, vous avez plus de questions? Si vous avez plus de questions, moi je me déconnecte. Hein. Je vais prendre ma douche, je vais me coucher. Enfin, me coucher, c'est pas vrai, mais... Alors, sur quoi faut-il se baser pour choisir entre l'IR et l'IS? Très bonne question. Alors, moi, dans mon cas, d'ailleurs, j'ai perdu énormément d'argent à cause de mon comptable. Choisissez bien votre comptable. Le comptable, je lui ai dit que je veux être à l'IS. Parce que moi, j'ai une forte imposition. C'est-à-dire quand on est à partir de 30%, 41, 45, les revenus fonciers, ils sont très fortement imposés parce que d'une part, tu payes l'IR, mais tu payes en plus les prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux, c'est 17,1, 18,2, je ne sais plus. Mais en tout cas, un gros montant. J'ai oublié le montant. Si quelqu'un peut l'écrire, le montant des prélèvements sociaux, là, j'ai oublié le chiffre. Je ne sais plus. Est-ce que c'est ça? J'ai oublié. Bon, bref, 17,2. Merci. Donc, c'est 17,2. Ouais, je ne sais pas ce que je vous ai raconté. Donc, 17,2. Donc, imagine-toi que tu es déjà dans la tranche à 30%. Ça veut dire que chaque euro de bénéfice sur ta SCI qui va rentrer dans ton impôt sur le revenu, il va être imposé à 30 plus 17,2. Donc, on est à 47,2. Et pour les personnes qui sont à 41, imagine-toi à combien tu as imposé. Sachant que quand tu es taxé à l'IR, tu déduis en fait la partie capital. C'est même pas que quand tu es taxé à l'IR, hein, mais quand tu payes un crédit, la partie capitalisation n'est pas comptée comme une charge. Donc si par exemple, tu as une mensualité de 1000 euros et qu'il y a, disons, 200 euros d'intérêt et 800 euros de capitalisation, la banque, elle considère que les 800 euros, c'est pas une charge. Donc, tu peux te retrouver, en fait, à payer plus que ce que tu ne touches de loyer à la fin. Parce que même si ton loyer, il dépasse la mensualité, l'impôt, il n'est pas calculé sur ça. Donc, du coup, quand tu es fortement imposé, bah, franchement, l'IR, je trouve que c'est pas intéressant. Les gens, après, bien sûr, quand tu es à l'IS, tu vas payer que 15, max 23, je crois maintenant, ou 25, 25, je crois. 15 ou 25% d'imposition. Mais si jamais tu veux sortir l'argent, là, tu dois encore payer de l'IR sur les dividendes ou le PFU, qui est le prélèvement forfaitaire unique, où tu payes les 30%, où il y a le forfait plus les prélèvements sociaux, qui font au total 30%. Donc, si tu fais 15% plus 30%, ça fait 45%, donc ça fait toujours beaucoup d'argent. Sauf que, en fait, si tu ne sors pas de dividendes, si tu n'as pas besoin, si tu n'es pas en mode les rentiers, désolée, je n'ai pas envie de dire ça, vous allez dire que je suis méchante. Mais en fait, si tu n'es pas en mode, voilà, les mecs du cash flow, voilà, qui utilisent leur loyer tous les mois, en fait, tu peux garder l'argent dans la SCI et l'utiliser, soit par exemple, tu peux te constituer un apport pour faire un autre projet ou pour faire une rénovation ou pour l'entretien, etc. Donc, au moins, tu peux temporiser et savoir quand est-ce que tu vas sortir l'argent. Alors qu'à l'IR, tu ne peux pas temporiser. Tu vois. C'est ton truc et voilà. Mais l'avantage de l'IR, attendez quand même, il y a un avantage, c'est que quand tu es à l'IR,
Moi, ce que j'aime bien, c'est la première année, par exemple. Là, j'en ai une où je suis à l'IR, parce que comme j'ai fait beaucoup de travaux, donc j'ai du déficit foncier. Donc, j'ai appliqué le déficit. Et genre, j'aurais encore, vu que tu as 10 ans pour étaler en fait tes pertes. Bon, ça dure pas 10 ans en règle générale, sinon ça veut dire que ton projet, il faut revoir les chiffres. Mais du coup, ça peut te permettre aussi d'optimiser un petit peu tes impôts la première année. Et je crois que quand tu optes pour l'IR, je crois qu'il faut que tu attendes 3 ans ou 5 ans. Je vous laisse aller faire vos devoirs, checker sur Google. Mais je crois que c'est 5 ans. Un truc comme ça pour pouvoir repasser à l'IR derrière après. À l'IS, pardon. Vous n'aimez pas utiliser la boîte à questions, hein. Hmm. Alors, il y a une question d'Elena, je la prends parce que c'est encore sur les associations avec les frères et sœurs. Je souhaite acheter mon premier appartement, je vis chez ma mère. Est-ce qu'il est plus intéressant de créer une SCI de suite pour ensuite pouvoir le louer dans quelques années avec mon frère? Mais est-ce que ça veut dire que tu crées la SCI tout de suite avec ton frère? Alors, quand vous êtes jeune comme ça, c'est bien d'avoir des projets, mais par contre, enfin, je dis que tu es jeune. Je pars du principe que si tu vis encore chez ta mère, c'est que tu es encore assez jeune, mais bon, peut-être que ce n'est que supputation, comme on dit. Euh, quand vous achetez avec vos frères et sœurs, que vous n'êtes pas mariés, que voilà, vous êtes en début de vie, etc., parlez de ce que vous voulez faire avec les biens. Parce qu'on ne fait pas de l'immobilier pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'immobilier, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et t'as pas envie que ton frère, il se réveille un matin parce que sa femme, elle lui a dit, ouais, mais regarde, t'as des parts dans une SCI, mais nanana, mais nous, on a envie d'acheter, il faut que tu vendes. Et puis toi, ton projet, en fait, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, du coup, c'est important quand on a des projets, qu'on est jeune, de faire un plan sur même 10 15 ans, hein. De se dire, bah voilà, s'il y a telle éventualité, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend? On trouve un autre, est-ce qu'on trouve un autre associé? C'est qui cet associé? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce qu'elle a les moyens de racheter ses parts? Enfin, bref, plein de questions que vous devez vous poser avant même de songer à vous associer, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Merci pour les compliments sur ma coupe et mes sourcils. Ok, bon, allez, 22h03. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. J'espère que j'ai ouvert aussi des questions. Comme ça, vous pourrez aller faire vos devoirs sur Google. Et une fois que vous avez fait le tour de Google, bah, vous prenez rendez-vous avec un notaire ou, ou avec un avocat, voilà, pour poser des questions plus précises et vraiment avec le contexte. D'accord? Parce que le contexte, c'est quasiment aussi important que votre projet. Parce que chaque projet, en fait, si on le regarde de gauche ou de droite, l'angle sera complètement différent et la réponse sera complètement différente. En tout cas, merci beaucoup. Oui, ça sera en replay. Je pense que je le posterai peut-être demain, si j'ai le courage, sinon ce week-end. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Mouah, mouah, mouah. À bientôt. Bye bye.